Nous sommes le 12 septembre 2011 à Genève. Yves Perrault, rappelez-nous pour commencer où et quand vous êtes né. À Genève d'ailleurs, le 17-8-39. 1939. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le milieu familial dans lequel vous avez grandi? Alors, il n'avait absolument rien à voir avec le cinéma. Mon père était directeur d'une banque, ma mère c'était ma maman. Donc il n'y avait aucune possibilité de comprendre même ce que c'était une image de cinéma. Vous aviez des frères et sœurs? Oui, même qu'à moi. C'est intéressant. Très peu au cinéma. Ma soeur a fait ses études d'infirmière. Mes frères est avocat. L'autre, il est régisseur. Enfin, voilà. Et puis, alors quels souvenirs vous avez liés au cinéma de l'époque de votre enfance, si vous en avez? Moi, c'était les Fup-Fop de Nestlé Cahiers Colère. On voyait des films muets, Laurel et Hardy et compagnie. Là, ça m'est toujours resté. Et puis, à partir de quand est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé d'une manière un peu plus... Non, moi je crois que c'est forte. pas le cinéma en tant que tel, c'est trop large pour répondre à ça. Je crois que c'est plutôt... Moi au début, ce qui m'intéresse, c'était la technique. Le cinéma, plus que le film en soi. Puis par la suite, ça a évolué forcément. Mais je pense que quand j'étais assistant caméraman avec Regouchi, sa technique, il m'intéressait un peu comme le jeune là. Sa technique va se former. Alors vous avez fait vos écoles à Genève et puis quelle Moi formation? j'ai fait l'école de photo à Vevey, avec Reusser, avec toute la bande, là, on s'était retrouvés un peu là. On ne parlait pas du tout cinéma. Faut dire les choses comme elles sont, on ne parlait pas cinéma à cette époque-là. Ou très peu. On allait voir les films comme tout le monde, mais on était spectateurs. On n'a jamais pensé que c'était un métier qui allait nous tomber dessus. Donc vous n'avez pas fait l'école de photographie en prévision d'entrer dans Non, pas des du métiers tout, non. du cinéma? Moi, je me demandais même ce que j'allais faire après. Je voyais photographe chez elle, industriel. J'ai fait un peu d'industrie, de film. Ça me plaisait pas beaucoup. Aucun de nous, d'ailleurs, à l'époque, n'avait l'idée de faire une école de cinéma. C'est bizarre, hein? Mais non, il n'y en a pas. Quand vous dites aucun de nous, vous pensez à qui? Les Reusser, les Magnin, tous ces gens qui ont fait du cinéma par la suite. Je ne parle pas de Tanner et de Goretta qui ont, eux, fait leur école en Angleterre. Ça, c'est encore autre chose. Mais ils n'étaient pas du tout dans le coup. Là. On n'a pas la même génération, d'ailleurs, on a quand même 10 ans de différence. Oui. Et puis, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous après cette école de photo? Après, je suis rentré dans la publicité, avec déjà Citel Film à l'époque. Il y a eu 2 Citel Film, parce qu'une Citel avait disparu. Et qui faisait de la publicité, moi j'étais à la caméra. Voilà. Donc Citel Film existait déjà? Oui, on appelait Citel Film Production, parce qu'après il y a eu une Citel Film Distribution. Mais Citel Film Production, c'était le début de la publicité. Et puis ça appartenait à qui à ce moment-là? Des gens de Zurich, Satfi, qui avaient, pour leur salle, ils faisaient des minutes, les demi, toujours d'ailleurs. Hein. Il y avait les cinéflash, c'était des 30 secondes. Donc c'était tout axé sur la publicité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça a permis de nous faire travailler avec du 35 mm. Et ça, c'était une école fantastique. Qui m'a, en tout cas, personnellement beaucoup aidé par la suite. Je l'ai dit, j'étais intéressé par la technique. Et travailler avec du 35, même si c'est un film publicitaire, c'est les mêmes recherches de rendu de matière. C'est très intéressant. Moi, maintenant, je ne pourrais plus rien faire avec le numérique. Mais Par contre, comment vous êtes passé de l'école de photo à ce métier de caméraman? Comment vous avez appris le métier? sur le tas. Alors ça, c'est assez intéressant, effectivement. Il y avait, j'appelais comment, Marère, qui avait fait une première maison Citel Film qui s'appelait Emma Film, qui était financée par une dame qui était la cliente de banque, à la banque de mon père. Et elle a dit, tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait reprendre cette affaire, etc., parce que moi, je veux m'en débarrasser, etc. Alors mon père a dit, bon, ben écoutez, moi je vais en parler à mon fils, c'était moi le fils, j'ai pris ce truc-là. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Hein.
Puis finalement, ça a bien développé, ça a bien marché. Donc vous, comme caméraman, et puis ensuite comme réalisateur? Non, moi, j'étais pas réalisateur. J'étais assistant réalisateur, mais jamais été réalisateur. Non, j'ai suivi ma filière caméra. Après, j'étais chef-op. Et puis alors, dites-nous un peu quel film a été produit à cette époque-là par Emma Film, qui est devenu Citel Film. Alors là, il y a eu un gros problème. La boîte s'est fait fermer d'ailleurs, parce qu'elle a été investie secrètement par l'Algérie. Sur un film qui s'appelait Secret du Liban. Ils ont un film très politique, qui était interdit, qui est d'ailleurs quelque part dans les caisses fédérales. Et ce film, on ne l'a jamais revu. Et dans les accords d'Évian, on pensait qu'après les accords, on aurait pu récupérer. D'ailleurs, j'aurais bien récupéré ce matériel, parce qu'il est fantastique. Mais il était censuré, terminé. Et là, ça a eu un peu, ça a fait un peu branler la société, parce qu'elle a perdu de l'argent. Donc cette dame à qui appartenait cette... Oui, puis elle s'est fait avoir parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était une boîte FLN. Elle n'imaginait jamais une seconde. Hein. Et puis, même moi, un jour, on a reçu une convocation, police fédérale, hein, s'il vous plaît, pas n'importe quoi, pour ouvrir les caisses, il y a des bobines dedans. Je n'ai jamais pu vous dire ce qu'il y avait dessus. Voilà. Mais alors vous étiez déjà... Moi, j'ouvrais les caisses. Là, je débutais. Vous débutiez, d'accord. Ouais. Ouais. J'étais rien du tout encore là-dedans. Mais c'était la première fois que j'ai senti quelque chose de curieux. C'est-à-dire? Que le film, c'est un support pour toutes les raisons du monde imaginable. Hein. D'accord. Ça existe. Puis moi, ça m'a fait exister parce que je faisais partie de l'équipe. Mais sinon, la majorité des films qui étaient produits, c'était des films publicitaires? À l'époque, on faisait que de la publicité. Et ce qui a fait dévier la publicité, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est Jean-Louis Roy. Parce qu'il avait besoin de matériel, alors il m'a contacté. Il m'a dit, est-ce que tu peux mettre à disposition ta caméra, est-ce que tu peux mettre à disposition tes lumières. Enfin, on avait un petit studio à Composières, pas très grand, mais qui permettait de faire de la pub. Et ça, c'était le premier film où j'étais, en vérité, qu'est-ce que j'étais par rapport à ce film? Loueur, puisque c'était du matériel que je mettais à disposition. Du loueur non payé d'ailleurs, parce qu'on était tous fauchés. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez vraiment tout le matériel 35, une table J'étais de équipé, montage. j'avais 2 Harry 35, une table de montage intercinéaire, un parc des 5 kg, des 2 kg, des 500, etc. Enfin, équipé, quoi. C'était du matériel que vous aviez récupéré avec cette société? Je n'ai pas été récupéré, c'est quand chaque fois qu'on faisait un tournage, on avait besoin d'un truc de plus. Alors, par contre, alors c'était du matériel de location ou c'était du matériel qu'on gardait nous par la suite parce qu'on a pu le racheter. Enfin, ça a créé gentiment un parc de tournage. Alors quand vous dites nous, vous pouvez préciser avec qui vous travailliez à ce moment-là? Pour quel film? Je ne sais pas, dans cette société ou... La société qui faisait la production, tout ça, j'étais pratiquement moi-même. Après, il y a Yasser qui est venu. Alors, moi, j'ai pas bien compris. À quel moment, finalement, Emma Film devient Citel Film? À ce moment où elle a dû s'arrêter parce qu'elle était embarquée dans cette histoire d'Algérie. Donc Emma Film a disparu avec ça. Et c'est vous qui reprenez l'affaire? Mon père qui s'est retrouvé avec du matériel, effectivement, ça fait Citel Film, cinéma, télévision, film. Alors expliquez-nous pourquoi l'avoir appelé cinéma-télévision. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi le mot télévision apparaît là. Je ne sais rien du tout pourquoi, mais en tout cas la télévision, ça faisait bien Citel Film, moi je trouve Citel Film, c'est bien. Mais vous travaillez en collaboration avec la télévision pour certaines choses? Elle est venue plus tard, la collaboration avec la télé. Elle est venue plus tard. Quand on a fait les premières productions, effectivement, la télévision était partenaire. Après, elle ne nous a pas lâchés, à part un film. Elle a toujours été partenaire des films, la télé. Donc c'était juste une télévision. Par contre, ces films publicitaires, comme vous nous dites que vous avez pu acquérir du matériel, c'était quelque chose qui marchait bien? Il y avait des budgets, des montres, on a fait Bochessa, on a fait Rolex, etc. Et puis comme on avait eu ce prix du meilleur film documentaire, ça nous a boosté, on a pu avoir d'autres clients, etc. Et là, wow, c'est un joli chiffre d'affaires. Et puis après, moi, j'ai tout abandonné parce que j'étais trop passionné par la suite.
Par le cinéma plutôt. Oui, Ouais. oui, oui. Et puis vous nous avez dit que vous avez collaboré avec François Bardet pendant ces années-là sur les Oui, films. oui, exactement. Ouais. Donc lui en tant que réalisateur, Oui, en tant que réalisateur, il était réalisateur de la télé. voilà. Et puis vous derrière la caméra, Oui, et moi derrière la caméra. et déjà producteur de ces films-là. Oui, enfin, c'était des montres, les producteurs, c'était enfin les D'accord, financiers. oui. Mais oui, la notion de producteur dans un film publicitaire n'existe pas. On réalise ou on filme, mais il n'y a pas il y a pas le mot producteur sur un film. Peut-être maintenant, mais je crois pas. Donc c'est des films de commande. C'est des films de commande. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut juste se situer, citer le film, ça naît quand? À quelle date? Ouh, alors moi, les dates, c'est une horreur. Alors, les dates, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous nous avez parlé des accords d'Évian et Ouais, mais il date de... c'était la fin de ma film. D'accord. Moi, je dirais que c'est l'année. C'était. Louis Roy était 68 avec son Inconnu du Gore. C'était juste avant. C'est en 67. Mhm. Moi, je dirais ça, à peu près. Hein. Mhm. Alors, dites-nous peut-être, parlez-nous de cette rencontre avec Jean-Louis Roy. Vous nous avez dit que c'était un déclic pour vous, pour... Oui, parce que c'est la première fois que j'ai, entre guillemets, un metteur en scène d'auteur qui fait son film. C'était Roy, c'est un des tout premiers. Et moi, j'étais très heureux de pouvoir participer à ce tournage, très éloigné, hein, j'étais pas sur le plateau, rien du tout, mais c'était déjà une première amorce qui m'a montré le bout du nez de ce que pouvait être un film, Jean-Louis Roy. C'est le premier. Vous vous souvenez de quand date votre rencontre avec Jean-Louis Roy? Par quel biais ça s'était fait? Ben oui, parce qu'il a demandé, d'abord je crois à Gasser, qu'il avait redemandé à moi, il voulait du matériel, je vous ai dit. Donc moi j'étais son loueur. D'accord, oui, oui. Et son régleur quelque part, parce qu'il fallait vérifier les objectifs, les 50, 75, etc. Oui, son loueur, les régleurs, je vais dire. Et puis j'ai fait un petit truc pour le générique, c'est-à-dire qu'il fallait faire un truc où une image passe à l'envers. Moi j'avais une trucade, donc je pouvais m'amuser à faire ça. Il avait besoin de ça, une espèce de bombe atomique qui se rentrait comme ça. Alors c'était un trucage. Ça m'a aussi permis de voir un peu ce que c'est qu'une trucade, comment fonctionne un tournage. Une trucade, donc c'est une caméra qui est image par image. On peut faire à l'envers ou à l'arrière. Et on peut faire 2-3 trucs comme ça. Et puis vous avez évoqué Yves Gasser. Est-ce que vous pouvez nous dire de quand date le début de votre collaboration? Parce que vous avez début, travaillé avec il était, je crois, mais comme je ne suis pas dans sa peau, je ne sais pas s'il était... Il n'était pas du tout avec Jean-Louis Roy, je ne crois pas. C'est après. Donc ça tombe sur l'invitation, en gros, de Goretta. Mais je veux dire, Gasser était aussi à Genève, s'intéressait aussi à la production de films. Oui, il a fait plusieurs métiers. Je ne sais pas comment il a atterri là, effectivement, parce qu'il n'a aucune connaissance du cinéma. Mais Moi, à partir de quand vous avez été en contact? L'invitation, je pense. Il faut calculer l'invitation. Ou l'année avant. D'accord. Et puis à ce moment-là, lui, il est entré chez Citel Film. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, il était... oui, il est rentré chez Citel. Non, il n'a jamais été Citel, en vérité. Lui, il a très vite fait une société en France pour les accords. Il avait une société à lui, dont j'oublie le nom. Panora Film, Panora Film, voilà, exactement. Et oui, ça c'est... Bon. Oui, il avait une société qui a effectivement eu quelques soucis financiers, je crois. Mais l'idée était de vous associer, quand vous l'avez connu, c'était de vous associer pour travailler ensemble? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Lui, il avait envie de le faire. Enfin, il l'a fait, il a sauté dans le train, comme on dit. Puis on s'est bien entendu, ça a bien fonctionné. Alors justement, lui, comme l'exécutif n'intéressait pas, les films en tant que technique n'intéressaient pas, il était producteur délégué, c'est-à-dire qu'il s'occupait beaucoup plus des financements. Alors que vous étiez producteur exécutif. J'ai toujours été exécutif. J'ai été délégué des fois par force des choses qu'on cumule, vous avez dit, on cumule les deux chapeaux. Mais parce qu'on n'a pas besoin forcément pour un petit film ou un film déjà en marche d'avoir un délégué. Les jeux sont faits, donc on peut s'occuper que
que de la production exécutive. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est un producteur exécutif? Ben, pendant très longtemps, je ne l'ai pas su, puis quand on a démarré le cinéma suisse et on allait à Berne, je ne savais pas non plus. Donc c'est intéressant de savoir que personne ne savait ce que ça voulait dire. À part les étrangers, les Américains savent très bien. Mais nous, en tant que Suisses, avec notre petit film qui démarrait, producteur exécutif, c'est quoi? Goretta a toujours confondu le directeur de production et le producteur exécutif. Et puis, c'est en copiant les autres. Et puis, quand on traitait avec Gaumont, mais il lui disait producteur exécutif. Yves Perrault, producteur délégué. Délégué de qui? À Gaumont, si c'est Gaumont, de FR3, si c'est FR3, Canal+, si c'est Canal+, etc. Il y a plusieurs partenaires. Donc, délégué, ça veut dire qu'il est représentant de ces différents partenaires. Et puis concrètement, le travail de chacun de ces deux producteurs? Ben, moi, c'est simple. Je suis responsable du tournage d'un film et de la garantie de bonne fin. C'est une fois que j'ai fait mon devis, je l'ai soumis. Je dois traiter, si je peux dire, pendant 8 semaines ou 6 semaines avec un metteur en scène qui n'a pas toujours envie de m'obéir. Et qui a surtout ça, un metteur en scène qui sont des auteurs dans le vrai sens du terme, c'est qu'ils ne partagent pas du tout le film, le tournage du film. Il faut un peu tricher avec eux. Mais ils ne sont pas méchants, ils ont raison, c'est des auteurs. Mais nous, on n'est pas Monsieur Échec non plus, donc il y a une espèce de rencontre qui se fait obligée, une rencontre obligée. On pourrait se détester. On ne s'est jamais détesté, à part, mais détester, je ne crois pas, mais c'est vrai que la création ne fait pas bon ménage avec la production. C'est des rapports de force, comme quelque part. Donc en fait, vous êtes là sur le tournage, vous devez veiller à ce que le plan de travail soit respecté, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Par exemple, je ne sais pas si un metteur en scène bien fou puis qui commande 1500 figurants sans rien dire et puis que 1500 petits bouts tombent dessus, il faut dire non hein, quand même. C'était 10, c'était 15, mais c'était pas... Alors, c'est très compliqué dans le fond. Il faut être il faut jouer. Gretel savait très bien. Il savait très bien le faire. D'ailleurs, on est très amis, on est toujours amis parce qu'il a très bien compris le jeu. Et il joue très bien ce jeu-là. Dans le style, tu me donnes un tournage, 3 plans de plus avec tant de comédiens. Moi, en contrepartie, celui que là, je le ferai plus vite. Je finirai à 6 heures à temps, je n'aurai pas d'heure sup. Mais tu me files ce petit bonbon-là. On se mettait d'accord, c'était malin. Et puis est-ce que c'est aussi le producteur exécutif qui fait les demandes à Berne par exemple ou à la télévision quand il s'agit de faire des demandes de financement? Moi j'arrivais avec mon chiffre, donc mon devis. Et en fonction de ça, Berne décidait plus ou moins ce qu'ils allaient nous donner. C'était pas comme maintenant, une espèce de billet de loterie. On était les seuls, alors c'était plus facile. Donc on devait justifier nos dépenses et justifier que le film reste dans ses rails et qu'il sorte. Eux, j'étais très intéressé aussi, c'est que les films sortent en salle. Eux, nous aussi. Hein. Mais à l'époque, c'était... Ils sortaient de petits films qui n'ont jamais été... il n'y avait pas le 35, donc oui, il y a eu du Super 16 quand même, les films gonflés. Mais oui, c'était les salles qui intéressaient, ils existaient. Nous, on avait besoin d'exister, mais on oublie qu'eux aussi avaient besoin d'exister. Ils demandaient de l'argent, il fallait bien qu'ils prouvent qu'ils le dépensaient intelligemment. Donc la relation était sur un devis, effectivement, et sur les accords de coproduction. Ils ont été les premiers à les mettre en place avec la France. Et ça a été le démarrage, vraiment le vrai démarrage a été là, parce que on se trouvait avec des budgets qu'à l'époque on disait mais c'est pas vrai, il faut 1 million pour faire un film, c'est incroyable. Et là on a perdu nos complexes parce qu'on a pu jouer cette carte. Alors expliquez-nous peut-être comment ça s'est mis en marche, ces accords de coproduction, et puis quel rôle vous avez eu là-dedans. Le premier doigt de pied qu'il y a eu dedans, encore une fois, je rends hommage à Jean-Louis Roy, qui a été distribué et exploité à Paris. Pour l'inconnu de Chandigor. Oui, en 68.
C'est la première fois, je crois, qu'on a parlé d'un film suisse à Paris. À ma connaissance, il y a eu des films de l'époque, mais de la nouvelle génération, c'était ça. Et j'ai raconté l'anecdote qui m'a toujours fait hurler de rire. Du film La salle qui se remplit de spectateurs. Ouais, ça y est, c'est le succès du siècle, c'est extraordinaire, tout le monde vient voir mon film. En vérité, ils s'enfuyaient des barricades, les flics aux fesses, ils sont tous se cachés dans la salle. J'ai trouvé ça joli que le film suisse participe aux barricades comme ça. En plein mois de mai 68. Hein? C'était en plein mois de mai 68. C'était en plein mois de mai 68. Et c'est m'étonne que Roy ne se rappelle pas, parce que c'est quand même une anecdote assez jolie. Oui. On a servi à quelque chose quand même. Et nous, on a eu l'invitation, justement parce que Roger Diamanti garantissait une exploitation, on a eu un partenaire français. Moi, je suis un peu brouillé pour me rappeler, c'est dans le bouquin, le partenaire français. C'était Je crois que c'était l'invitation. Gaumont. Non, c'était Gaumont, il y a eu plus tard. Mais avant l'invitation, il y a eu les Arpenteurs. Sous terre. Est-ce que vous étiez déjà dans dans l'aventure Les Arpenteurs? Très peu. Je veux dire très peu. Pas du tout, mais très peu. Vous aviez participé en tant que quoi? Mais en proposant à Diamanti. Parce que moi j'ai connu Roger Diamanti avant que Souter le connaisse. Puis Roger Diamanti était très copain avec Tanner, et comme ça je les ai vus. C'est une sorte de bistrot, on verrait dire si c'est passé comme ça. Et il l'a pris pour le. Donc le film a pu sortir après. Donc finalement, la toute première production, si tel film, ce serait l'invitation. Oui, Officiellement, c'est les débuts de si tel film. oui, oui. D'accord. Donc là, on est en 72. Et vous avez le rôle de producteur exécutif. J'avais le rôle de producteur tout court parce que Gasset n'était pas encore arrivé. Oh, il arrivait. C'est encore une fois le problème de date. Je crois qu'il n'était pas sûr qu'il était dans le coup de l'invitation. Par contre, c'était un film groupe 5, l'invitation. Oui. Donc, qui a été fait. Il n'était pas fait dans le cadre du groupe 5. Ah oui, j'ai racheté le contrat du groupe 5, exact. C'est-à-dire racheter le contrat. Il y avait un contrat d'auteur avec Goretta. Il y avait un contrat d'auteur avec Yersin, un contrat d'auteur avec Souter, un contrat d'auteur avec Jean-Louis Roy et Et contrat Tanner. avec Tanner, il y en manque un. Et lui, Goretta, oui. Je crois que vous avez tous ça. Voilà, alors là, effectivement, moi j'ai repris les contrats d'auteur. C'est-à-dire c'est le salaire de Goretta, en l'occurrence. Donc Goretta est sorti du groupe 5 pour faire l'invitation. Mais le film a quand même bénéficié de l'argent de la télévision. Oui, Ok. mais je pense qu'il a passé encore par le groupe 5. Parce que le groupe 5, c'était le financement de la télé. Là, je pense que l'invitation a bénéficié de l'argent, de la somme Oui, qui était dévolue par la télévision. Et puis vous avez complété de votre côté. le groupe 5, c'est représenté par un avocat. Mhm. C'est lui qui gérait les droits d'auteur des 5 que je vous dis. Mais il ne s'occupait pas de tournage, ni de production, ni rien du tout. Il était, dans le fond, le centre, le noyau de ces 5 réalisateurs. Mhm. Et quand nous, on voulait faire un film avec Goretta, ben moi, j'ai négocié avec le groupe 5, effectivement. Alors, effectivement, il y a peut-être eu la robe. Ça, je suis plus très sûr si la télévision a payé directement Citel ou si la production a payé Hofstetter, donc c'était l'avocat, et que l'avocat nous finançait. Alors, c'est pas très important de savoir d'où ça vient. Mais par contre, alors c'est vous qui avez fait les démarches pour trouver le coproducteur français. Oui. Là, vous aviez des connexions. Comment vous avez fait? L'invitation, comment j'ai fait? Alors là, j'ai un souci. Je commence à connaître les gens de Paris et Gasset commence à les connaître aussi, justement par Diamanti, par tout ce milieu. On commence à traîner un peu nos pieds de Suisse à Paris. Et là, on a fait 3 rencontres, etc. Parce que si on lit le générique, on voit que la boîte de production française s'appelle Plan Film. Oui. Bon, je sais- Alors, Plan Film, c'est justement c'est Adolphe Viezzi. On s'est rencontrés comme ça. Un peu, encore des histoires de bistrot, hein, parce qu'au début, on n'était pas structuré à Paris. Et Viezzi,
C'est un ami, il a dit, oui, moi ça m'intéresse, je coproduis. Je crois qu'il est à 30%, je ne sais pas comment je dis dans le bouquin, c'est 70-30. Il n'y a pas les pourcentages. Ah, oui. Alors, Plan Film, effectivement, sont venus partenaires. Donc, en personne, il n'y avait pas, je vois qui j'ai vu qu'il n'y avait pas le nom. Le producteur, c'était Adolphe Bielzi, qui est décédé d'ailleurs. Et donc, on sait le succès qu'a eu l'invitation. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ce succès-là qui a fait que tout a démarré pour vous? Il y a eu deux succès en même temps. Hein. Il y a eu Tanner, La Salamandre, et puis l'invitation. Oui. C'est deux succès qui ont fait exploser le cinéma suisse. Et alors vous, du coup, ça vous a permis Ça nous a aidé à d'exploser. Oui, après on a implosé, mais là ça nous a permis d'exploser. Oui. Ah oui, c'est parti. Là, à un moment, on a eu 3 films par année, même 4, je crois. Et c'est à ce moment-là que vous montez le Actua Film à Paris? Action Film. Non, pardon, ouais, Action Film à Paris. Oui, parce que les coproductions s'enchaînaient, donc c'était pas idiot de mettre une société française et d'essayer de bénéficier de l'aide française. Parce qu'ils avaient sorti, les Français, une aide à la francophonie. Les Belges en ont profité et nous on en a profité aussi. C'est une aide du CNC, du Fonds de soutien. Et il fallait un partenaire français, reconnu français, pour avoir ça. Alors on a fait une société française. Donc vous étiez actionnaire aussi de Action Film? Oui, un petit peu. Mais c'était surtout Yves Gasser qui... Yves Gasser et puis un copain suisse-allemand, qui a amené l'Allemagne à des accords de coproduction, qui s'appelait Klaus Helwig. D'accord. Qui est décédé. Et lui, il a amené la tripartite, ouais, c'est vrai. Il a aidé au financement par ce biais-là. Puis alors après, des gens de l'extérieur qui se sont greffés dessus. C'est pour ça qu'on parle de producteurs délégués à ce moment-là. Il y a eu FR3 qui a fait un effort dessus. Il était donc les télés, il y a eu les distributeurs français, entre autres Gaumont, qui se sont intéressés, mais ils n'ont pas été producteurs, ils étaient minimum garantie distributeurs. Ils faisaient les MJ. Ce n'est pas des accords de production, c'est des accords de distribution. C'est assez complexe, hein, parce qu'après, comme je dis, il y a toutes les retombées de droits sur les satellites, sur la télé, sur tout ça, sur les vidéos, c'est assez compliqué. Mais c'est un financement. Par contre, j'ai encore une question sur l'invitation. C'est un film qui a eu le prix du jury à Cannes. Il y a la question de la nationalité du film qui s'est posée, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était un film français ou est-ce que c'était un film suisse? Sauf erreur, tout le monde n'était pas d'accord. Je ne sais pas si on était d'accord ou pas, pour moi, c'est toujours été un film suisse. Mais Berne, ils ont eu un peu plus de peine. Oui, parce que c'est la première fois qu'il y avait l'aide française qui rentrait dans une production, donc ils n'étaient pas préparés à ça. Et ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour comprendre comment fonctionnaient les coproductions. C'est nous qui l'avons mis en place, et puis voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas préoccupé de la nationalité du film, parce que pour moi, il est suisse en Suisse, français en France. Et encore aujourd'hui, vous pouvez très bien décider la nationalité d'un film, même s'il y a des pourcentages négatifs, pas négatifs, petits. Minoritaires, je trouvais plus le terme. Minoritaire, il peut être la nationalité du pays minoritaire. Parce que l'avantage pour un film coproduit par 2 pays, c'est qu'il peut recevoir de l'aide, évidemment, de Berne et de Vous Paris. parlez pour moi, j'ai pas rien à dire, effectivement, c'est ça. Ça complète terriblement bien les financements. Donc c'est à ça que vous vouliez arriver, en fait. Et à ça qu'on voulait et qu'on est arrivé. Et que vous êtes arrivé, ouais. Ouais. Mais alors, est-ce que vous vous souvenez si vous avez fait des démarches, parce qu'il y a eu cet accord officiel en 78, si je ne me trompe pas, où les 2 pays ont signé... L'accord a été signé en 78, oui. Voilà, alors comment on est arrivé de l'invitation en 72 jusqu'à cet accord vraiment signé en 78? Est-ce que vous avez fait des lettres, des démarches Comme je l'ai dit, on a passé par le biais des MG. Les MG, donc, c'est les minimums garantis. Ce n'est pas des accords de coproduction. Il vous dit, voilà, moi je prends la France pour, je ne sais pas, 500 000 francs. Je regarde toutes mes recettes jusqu'à concurrence de la récupération de mon avaloir, donc mon OMJ, et des frais de sortie. Parce que les frais de sortie, c'est très cher, donc il faut être déjà sûr du film pour faire des frais de sortie. Donc eux, ils prenaient le risque de faire une sortie. Et nous, ça nous mettait le film sur 10 salles, 15 salles, 30 salles. Maintenant, on sort avec 200 copies, ça vient de la folie. Mais nous, si on sortait avec 25 salles, on était très contents. C'est considéré comme une grosse affaire.
Et on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Donc c'était bien des partenaires qui ne sont pas forcément des partenaires de coproduction. Mais ça revient au même, ils sortent le film en France. Là, c'était la France. Alors si je comprends bien, vous êtes impliqué par votre travail, mais pas en politique culturelle. Vous n'avez pas fait des démarches à ce niveau-là. Vous n'avez pas contacté, je ne sais pas, par exemple, celui qui dirigeait l'OFC à ce moment-là, ou la section de cinéma? Mais non, là, on a fait nos dossiers, c'est tout. Au CNC, on a fait nos dossiers comme à Berne. Mais on n'a pas fait. Donc, je n'ai pas bien compris la question politique. Bah, l'idée, c'est. Je ne sais pas, moi, je me serais dit, ok, je vais voir Alex Benninger, si c'était Alex Benninger qui était déjà. C'était lui à l'époque. Pour lui dire, écoutez, Monsieur Benninger, on en a marre, on voudrait que la Suisse signe un accord de coproduction globale avec la France. Ah, ben ça, on s'est engueulé à ce sujet-là. Voilà, des choses comme ça. Oui, oui, bien sûr, on s'est engueulé, oui, bien sûr, parce que nous, on les voulait, ces accords, parce qu'on perdait le fonds de soutien. Alors, on avait les MJ, mais on n'avait pas accès au fonds de soutien. Alors, on les perdait à chaque fois. Alors, dès que les accords ont été faits, on a bénéficié du fonds de soutien et on a bénéficié de l'aide à la francophonie. C'est ça qui nous a poussé. Nous, on était pressés de les faire, ces accords. Mais bien, ils traînaient. Mais bon, en Suisse, il existait l'association des producteurs de films. Ouais. Eux, ils étaient aussi au front ou pas du tout? Ils existaient à cette époque? Oui, oui, oui. Ah, mais moi, je n'étais pas dedans. Vous en avez fait partie par la suite? Ouais, très peu. Très peu. J'ai pas du tout milité là-dedans. Non, pas beaucoup. Non. Par contre, quand vous dites on a fait beaucoup pour ces accords de coproduction, je comprends pas concrètement ce que ça impliquait comme démarche. La coproduction? Je viens de vous le dire, d'avoir accès Non, aux aides des pays. pas la coproduction, mais d'arriver à ces accords, d'arriver que deux pays signent ces accords. Mais c'est un dossier, j'aimerais bien les garder, j'allais les retrouver, ces dossiers. J'ai peut-être dans mes archives. Et vous, je m'as dit que vous avez accès aux archives, ben là-dedans, vous devez trouver les premiers accords de coproduction. Mais je veux dire, c'est une correspondance que vous avez eue avec C'est des contacts d'aller à Berne. Je connais plus très bien le train pour Berne, merci, oui. Je les ai vus souvent, oui. Il fallait les convaincre, oui. Ils ont été convaincus, oui. C'était à qui que vous aviez affaire? Benninger, justement? Mais justement, on en a eu trois. Il y a eu Benninger, tout ça, le tout premier, je crois qu'il était impliqué là-dedans. Comment il s'appelle ce qu'on a parlé tout à l'heure? Zender? Non, avant Zender. Alors il y avait Oscar Duby. Duby. Sauf erreur, avant Benninger. Il y avait Duby, le premier c'était Duby. Voilà. Après Benninger, après Zender. D'accord, donc les trois chefs de la section cinéma. Trois chefs de cinéma. C'était à eux que vous aviez affaire. Ah ouais, personne d'autre, c'était eux qui décidaient. Mais il n'y avait pas ce qu'il y avait aujourd'hui, c'est des gens qui devaient lire les scénarios et dire si c'est bon ou mauvais. Et on n'a pas de concurrence, de toute façon, ça allait très bien. Mais moi j'ai toujours pensé que c'était pas à des gens de la commission de décider si un film était bon ou mauvais. J'ai toujours trouvé aberrant. Si un producteur qui prend le risque de faire un film, c'est qu'il le trouve bon, il peut se planter, mais c'est pas bien qu'il va faire qu'il se plante plus ou moins. Et j'ai jamais compris pourquoi c'est les commissions de lecture qui doivent décider de ça. Ça restera mystérieux pour moi. Alors dites-nous ce que vous pensez d'une aide émanant de l'État pour le cinéma en Suisse. Mais ici, elle est même très forte, je crois qu'il y a pas mal d'argent. Hein. Mais alors comment est-ce qu'il faut que ça se fasse? Ah, moi j'ai fini. Je ne vais plus faire d'études sur comment ça se fait. Je sais qu'il y a plus d'argent qu'avant, par contre il y a plus de concurrence qu'avant. Mais moi, je trouve qu'il y a plus de possibilités qu'avant. Mais alors, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien à l'époque, à votre époque? Moi, je pense qu'au tout début, ils sont restés fonctionnaires sans savoir ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils représentaient Berne, mais ils ne savaient pas très bien. Personne, non. Nous, se raccrochait à quoi? On n'avait pas grand-chose. Hein. Donc, je crois qu'eux ne savaient pas très bien ce qu'ils étaient non plus. C'est un flou. Et puis ils ont été rattrapés par le succès des films, et nous aussi on a été rattrapés par le succès des films, on ne s'attendait pas. Et là ils ont commencé à se structurer, ils disent oulala, c'est ça, c'est une industrie, alors c'est quelque chose, ça existe, ah oui, il faut qu'on soit là. Puis là tout d'un coup ils ont commencé un peu à réfléchir de manière un peu différente. Dire ben oui, en face de nous on a quelque chose qu'on va appeler une industrie. Mini, mais structurée. Il y avait des producteurs, il y avait des techniciens, il y avait des comédiens. Donc on existait, et Berne a existé comme ça.
Et après, ils ont fait les accords parce qu'ils devaient quand même s'apercevoir que si on n'avait pas fait les accords, ils ont déjà été en retard sur ces accords. Mais enfin, ils les ont fait. Donc si on passe ensuite à l'après-invitation, donc en 1973, vous enchaînez les productions. Pour 73, j'ai relevé qu'il y avait au moins 4 films, La fille au violoncelle, Les vilaines manières, L'escapade, La Paloma. Ouais. Alors en gros, comment tout ça s'est Ben s'est là, on fait surfait sur le succès, donc on était boulimique, il fallait y aller de l'avant, il fallait prendre. Mais par contre, en contradiction avec ce que vous parlez de mon métier de producteur exécutif, il était un peu différent là, parce que je n'étais pas vraiment impliqué sur le plateau. Le film de Une journée pour la reine, il s'est fait, mais je n'étais pas impliqué vraiment en tant que producteur exécutif. Par contre, La Paloma, Le milieu du monde, ça c'est l'année après. Hein. Oui. Et pas si méchant que ça, là j'étais impliqué. Mais ça représente 2 films par année, ce qui est dans les normes. Par contre, la question que je me posais, c'est comment vous en êtes arrivé à produire Daniel Schmitt. Pourquoi tout à coup un réalisateur suisse alémanique? Pas très alémanique, mais plutôt Grison. Hein. Grison. Ça c'est différent. C'est un type génial déjà pour commencer. Enfin, c'était un type génial. Et que je connaissais son financier qui s'appelait Eric Franck, qui avait une galerie de peinture à Genève, qui faisait des Castelli, qui faisait des films intéressants. Il faisait, je ne trouve plus comment il s'appelle. Des tableaux. Oui, non, mais les tableaux, mais je cherchais le nom de ces peintres. Mais on n'est pas là pour parler des peintres, alors on saute. Il y avait une galerie avec des trucs qui marchaient très bien. Moi, j'ai acheté une peinture, on a discuté, il m'a dit, je connais un type qui s'appelle Daniel Schmitt et tout. Et j'avais vu son film avec Thénard Dernier, que je trouvais déjà pour l'époque formidable. Puis j'ai dit, ben écoute, trouve une solution. Il m'a dit, ben, je te finance, tu verras, j'ai gagné de l'argent. Moi, j'ai trouvé comme ça embringué là-dedans. Est-ce que Eric Franck, c'était lui qui était derrière Artco Film? Oui. C'était sa boîte? Sa boîte. Ah d'accord. Parce que moi j'ai tombé sur ce nom, je ne savais pas si on pouvait associer les deux. Oui, c'était sa boîte. Et c'est lui qui a amené le financement pour Schmitt. Je crois même qu'il a déjà donné un peu d'argent à l'époque pour Thénard. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Et donc là, vous vous retrouvez producteur exécutif? Oui, parce qu'il m'a demandé de m'occuper du film, parce qu'il ne connaissait rien. Et puis il me dit, je ne vais pas m'embarquer dans cette aventure si je n'ai pas un partenaire qui est du métier. Comme nous, on était du métier qu'on avait reconnu, il était tout content, et nous aussi. Et j'ai connu Schmitt comme ça. Et de travailler avec lui, c'était bien? Ah oui, on ne comprend rien. Comme il a une façon de faire, il ne faut pas être exécutif, là, il faut être rien du tout. Il faut être son copain. Il faut avoir un rapport léger. Il ne faut pas du tout l'inclure dans... Il a une façon de tourner qui lui appartient à lui. Il est fantastique, mais pas facile à... Alors, comme je disais là, on peut faire des négociations, tu prends ton figurant, je donne cet exemple, et je te... Alors, lui, il les prend, hein, les figurants. Il ne se pose pas la question. Puis le soir, il est tellement charmant, il dit, oh, écoute, je crois Yves que j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, là, je suis désolé, il faut qu'on rattrape ça. Mais il était fantastique, avec une rapidité de collaboration avec ses techniciens. Et il avait Bertha, là, déjà à l'époque. Il avait un très bon rapport avec Titio, qui a fait beaucoup pour Schmitt, parce que Schmitt n'était tellement pas technicien, mais tellement pas qu'il aurait oublié sa script, en plus son nom aussi avait un sacré boulot pour le rappeler aux réalités d'un plateau, parce que lui partait dans des trucs invraisemblables. Alors, puisque vous nous parlez de ça, j'aimerais bien que vous nous disiez quel rapport vous avez eu avec les réalisateurs que vous avez beaucoup produits. Vous avez produit 5 films de Claude Goretta, 4 films de Tanner, 3 films de Souterre, donc c'est 3 gros personnages romans. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu quel rapport vous aviez entre producteurs complètement et réussi eux. À 100% avec Goretta on s'est compris, quoi. Ça a très bien fonctionné. Et on a fait une espèce de complot, production, de réalisation. Lui, il en parle aussi, son Perrault, c'est son Perrault aussi. Moi, c'est mon Goretta, ça va très bien. Et là, ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'on a fait des films en collaboration très sérieuse et très intensive. Si on parle d'autres metteurs en scène, ils ont
toujours cette notion qui frustre un producteur, il a décidé de l'être frustré, c'est qu'ils sont des auteurs dans le vrai sens du terme qui ne veulent pas partager la mise en scène ou même quelque chose qui pourrait modifier leur façon de voir les choses. Donc ils sont là, bzzz. Mais honnêtes, ils ne vont pas pour autant essayer de nous blouser. Ouais, ils essayent un peu comme tout le monde, mais c'est leur truc. Faut pas aller. T'es là pour contrôler que tout fonctionne, que l'équipement fonctionne, que les caméras tournent, que les assistants sont là, que tes comédiens sont là. En vrai, vous faites beaucoup plus un boulot de directeur de production que de producteur exécutif. Vous n'avez pas accès au scénario. Vous avez accès à l'organisation. Donc c'est plus un boulot de directeur de production que de producteur exécutif. Alors là, moi j'ai un doute. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler quelle est la différence entre un directeur de production puis un producteur exécutif? Faut que je l'invente vite fait maintenant pour vous répondre, ou bien elle existe? Il n'y en a pas? S'il y en a une. C'est que le producteur exécutif, il a accès au scénario, au casting. C'est le producteur exécutif qui a décidé d'engager Isabelle Huppert. C'est pas le directeur de production. Mais en discussion avec le réalisateur, toutes ces choses-là. Oui, mais c'est la différence. Alors je dis la différence d'un producteur exécutif, c'est en discussion avec le metteur en scène, pas toujours, parce que souvent on est bien content d'avoir Isabelle Huppert pour monter un peu le truc. Alors le metteur en scène vous dira que j'ai choisi cet acteur, mais j'ai choisi, n'importe qui peut choisir, mais il faut l'avoir accès. Peut-être qu'il a 3 ans de contrat de tournage, peut-être qu'il n'aime pas Goretta, peut-être que si, peut-être que ça. Donc c'est pas évident. Donc il propose en fait. Il propose Isabelle Huppert, il aimerait bien. Et puis après, faire un casting, c'est d'aller voir des films qui ont déjà été faits avec des comédiens qu'on aimerait peut-être travailler avec eux, puis qu'on ne connaît pas encore bien, donc on les voit à travers un autre film. Et puis à la sortie, puis Goretta dit le travail que Huppert fait, c'est fantastique, j'aimerais bien travailler avec elle. Puis nous, on prend cette information, on va trouver son agent, qui dit oui, je ne sais pas qui est M. Goretta, mais ah oui, c'est lui, ah oui, on peut se rencontrer, qui provoque la rencontre, etc. Ça, c'est le boulot du producteur exécutif. Le directeur de production, pendant ce temps, il est en train de dire il va dépenser combien de pellicules. Huppert, c'est peut-être pas facile, que je prévois 1000 mètres de plus. Il y a beaucoup de tournages nuit, donc il faut une équipe plus forte. Il y a 4 nuits, donc les syndicats vont nous tomber dessus. Là, c'est le directeur de production. Okay. Mais vous dites alors, par exemple, qu'avec Alain Tanner, lui, il n'avait pas envie qu'on entre dans son Il n'a jamais travail. voulu. Jamais. Ouais, il a toujours fait son truc à lui. Donc il n'avait pas de producteur exécutif? Ouais, je vais garder le titre, mais je n'ai pas fait vraiment le travail qui aurait mérité un producteur exécutif. Ouais. Alors là, c'était plus un travail de faire le budget, des choses comme ça? Oui, on peut dire ça. Oui et non, c'est trop brutal comme question, parce qu'il y a plein de glissements. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été tel directeur de production, tel directeur de producteur exécutif. Souvent, je vous dis, on a la même casquette, parce qu'on ne va pas engager 2 personnes pour diriger un film. Une suffit amplement. Donc, ça explique aussi pourquoi il peut y avoir 3-4 films, parce que ça me libérait pour aller le faire sur un autre film. Si vous êtes complètement impliqué sur un film, vous ne pouvez pas sortir du noyau d'une équipe, ça vous bouffe la tête, vous n'avez pas d'esprit extérieur, vous êtes dans une espèce de noyau central comme ça qui vit. Si vous n'êtes pas complètement dans la création, guillemets, encore une fois la création, vous pouvez sortir de ce noyau et vous occuper d'un autre film. C'est une gymnastique d'esprit, mais vous pouvez le faire, ce qui était fait d'ailleurs. Vous vous rendiez sur les tournages, sur les lieux de tournage? On vit sur les lieux de tournage. On rentre peu. C'est pour ça que je vous dis que ça fait des noyaux durs. Ou quelquefois, vous pouvez être... c'est pas toujours facile à gérer. Vous pouvez être assez isolé, le producteur, parce que vous êtes le méchant souvent. Simplifie encore une fois. Mais vous pouvez être celui qui dit non. Vous le payez, hein, ce dit non, parce qu'ils vont en groupe bouffer quelque part, puis vous restez comme un crétin dans votre histoire. Ah, il a dit non, on ne va pas le manger avec lui. Encore une fois, je simplifie. Mais c'est vrai que c'est pas facile.
Est-ce que c'est le producteur qui s'approche du réalisateur ou bien c'est le contraire? Généralement. Généralement, c'est le producteur qui se rapproche. Il va le convaincre. Je pense qu'en mettant. Prenons le cas de Tanner. Tanner n'aime pas les producteurs parce qu'il pense qu'il doit les subir et que ça l'empêchera de faire le film qu'il a envie de faire. Je simplifie encore une fois, il a force de dire ce mot. Et là, c'est le producteur qui doit se rapprocher de Tanner, de sécuriser. Il dit écoute, je ne vais pas t'embêter là-dessus, c'est vraiment maintenant, je suis responsable de ton film. Il ne faut pas essayer de dire notre film. Je suis responsable de ton film, donc aide-moi, aidons-nous, allons-y. Et il faut le convaincre. C'est pas évident. Et là, c'est le producteur qui se rapproche du metteur en scène. Puis dans l'autre cas, dans le cas, comme je disais tout à l'heure, Goretta, il n'y a pas de rapproche, on était ensemble. Sous terre, la même chose. Est-ce que par exemple, prenons un cas concret pour la dentelière, Oui. Finalement, c'est vous qui êtes allé vers Goretta en disant il y a ce roman qu'on pourrait adapter au cinéma, ou c'est Goretta qui avait une envie très forte d'adapter ce roman et qui est venue vous chercher? Est-ce que vous vous souvenez? Je me souviens qu'il y a eu plusieurs entretiens avec Goretta et Pascal Lenné, parce que j'ai trouvé une fonction entre les deux, parce que Pascal Lenné a fait l'adaptation. Ah oui, encore ça qu'on n'a pas parlé. Attention, parce qu'il faut comprendre aussi la différence entre un auteur et quelqu'un qui fait un film adapté à. Il n'a pas la même notion d'auteur. Donc Goretta n'a pas la même notion d'auteur avec un Pascal Lenné qui était lui l'auteur du livre et adaptateur du livre, avec Goretta. Mais quand même, il y avait une tierce personne. Et là, Goretta, il avait envie de le faire, et puis il ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire de travailler avec un auteur. Il n'avait pas l'expérience. Quoique, l'invitation, c'était déjà une adaptation. Mais oui, là, Goretta était plus fragile, si j'ai bonne mémoire. Et quand on a décidé de le faire, il avait un peu peur et on n'avait pas encore eu père dans la tête à l'époque. Donc c'était difficile de comprendre où ça. Ça aurait pu être n'importe quoi. Si vous lisez le bouquin aujourd'hui, vous dites mais c'est quoi, je sais pas. Ça aurait pu être n'importe quoi, il s'est mis quelque chose parce qu'il était bien mis en scène et puis Huppert a donné. Elle en voulait, hein, elle en veut toujours, mais là elle en voulait, c'est vraiment, elle a démarré avec ça. Hein. Elle s'est vraiment fait reconnaître. Et alors là, justement, c'est la différence entre une adaptation. Tanner, Tanner, il a toujours écrit avec qui il voulait ses scénarios. Donc il ne peut pas dire qu'il était. Il n'a pas pris quelque chose de quelqu'un, il a proposé à quelqu'un. C'est un peu ça la différence. Et donc dans le cas de la dentelière, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est monté le financement? C'est une coproduction entre la Suisse, la France et l'Allemagne. Oui, mais je vous ai parlé de ces trois. Il y avait l'Allemagne, Klaus Helwig. Voilà. Plan Film. Alors pour l'Allemagne, Janus Film. Janus et l'Allemagne. Voilà. Pour la France, Action Film. Et puis donc Citel Film. Voilà, on est trois. Et comment est-ce qu'on se répartit la production en termes de pourcentage? C'est la France qui était le producteur majoritaire? Non, c'est nous. On était producteurs, on amenait l'affaire. Les autres, c'est des cofinanciers, des coproducteurs, mais cofinanciers. Ils en passent. Bon, l'Allemagne, ils ont pris 100% d'Allemagne, peut-être 10 ou 15% monde, accès aux fonds de soutien allemands, etc. C'était leur business, ça faisait une somme X. La France avait le fonds de soutien, avait le MJ distributeur, ça faisait une autre entité. Et là, c'est le producteur délégué qui gère ça. Donc. Et puis il y a Citel. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez être nationalité suisse en ayant une minorité. Hein. Donc Citel, je ne me rappelle plus quel pourcentage ils avaient, mais ce n'est pas forcément majoritaire. Moi j'avais lu 25% Suisse, voilà. 25% Allemagne voilà. Et 50% France. Voilà. C'est ça. Si c'est marqué dans le livre, c'est juste.
Non, pas Mais forcément. oui, c'est vous qui l'avez fait, donc ça fait, il n'y a pas de faute. Pour un budget qui était quand même assez énorme, enfin je sais pas, est-ce que c'est un budget énorme? 2 200 000 francs, le budget C'est de le La plus Dentelière. gros budget d'un film suisse à l'époque. Passer les 2 millions, c'était quelque chose de fou. C'est pour ça que oui, c'était 2 millions, c'était énorme. Et qu'est-ce qui coûte cher dans une production comme celle-là? Qu'est-ce qui coûte cher? En général ou pour celle-là? Prenons celle-là. Ouais, Primo était déjà avec une équipe beaucoup plus importante. Il y avait une grosse équipe de tournage. Ensuite, il y avait eu un casting. Oh, mais bon, de si cher par Rupert, pas si cher. Et puis, durée du tournage. Là, Goretta avait demandé 8 semaines. Donc tout ça, avec les défraiements, l'équipe technique, le machin, les trucs, patati patata. Et puis, influencé parce que c'est français de tourner en France. Alors, en France, les charges sociales, je ne vous dis pas, c'est 50% d'un salaire. Hein. Obligation de prendre une équipe française. Pas majoritaire, mais il y avait en tout cas plus de la moitié qui était une équipe française, plus la décoration. Donc je vois, ce qui coûte cher, c'est ça. Et donc là, pour ce film-là, vous avez demandé l'aide de Berne. Vous avez, si je ne me trompe pas, demandé la somme de 250 000 francs d'aide à la production. Est-ce que vous vous souvenez si ça aboutit, cette demande? Il y a eu un problème avec Berne parce qu'il considérait que le prix du film ne correspondait pas à la réalité. Même réaction qu'il y a eu tout à l'heure, le devis était trop élevé pour un film suisse. Donc il n'a pas besoin d'être aidé par Berne vu qu'il est cher, donc ils ont de l'argent. En gros, ça veut dire ça. Et la télévision suisse a suivi ce raisonnement, trop cher, donc ils se payent comme des rois. Ils n'ont pas compris que c'était une bascule sur un film professionnel dans le vrai sens du terme. On ne va pas demander 15 millions de dollars aux les films français qui sont à 10 millions. Non, 2. Mais ils n'avaient pas compris parce que c'était des films à 500 000, 600 000, 700 000, tout d'un coup, un budget pareil qui arrive, on est compte. L'horreur. Donc la télévision a aussi refusé Ouais. de financer le film. Oui. Considérant que le financement était suffisant, qu'on n'avait pas besoin d'eux. Oui, ça fait un clash, hein, cette histoire, c'était loin. Et surtout, c'était tout à fait contemporain avec ces fameux accords de coproduction. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que finalement, ça ne coûtait pas si cher que ça, parce que grâce à ça, il y a eu des accords très importants, qui fait que la part suisse, finalement, était en dessous de ce qu'ils avaient l'habitude de donner. C'est-à-dire donc que le Centre national de la cinématographie a soutenu le film, La Dentelière, Oui, bien sûr. a considéré que c'était une coproduction franco-suisse. Tout à fait normal. D'accord, ok. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de la distribution de La Dentelière? Est-ce que vous vous souvenez? La distribution, c'était déjà nous. On avait fait citer le film distribution, sauf erreur. Je ne sais pas dans les dates si c'était déjà ça. Et on est parti en guerre sur ces accords de financement. Et là, on a eu la chance, que je vais raconter l'anecdote, c'est qu'ils ont cité La Dentelière comme meilleur film produit par la télévision suisse. Par la télévision suisse? Coproduit, oui, il l'a annoncé, oubliant complètement qu'il avait refusé. Alors, Le directeur général de Berne n'était pas au courant. Mais qui a fait cette annonce-là? J'ai pas compris. Un des grands patrons de l'époque qui discutait de son budget et il dit le cinéma suisse se porte bien, regardez ce film magnifique et tout. Un des grands patrons, donc... Un grand de Berne, je ne sais pas qui c'était à l'époque. D'accord. Ça fait un bordel immense et puis ils ont payé avec retard. Ah, donc ils ont finalement quand même versé la somme. Ouais, ils ont craqué. Mais je ne livrerai pas la copie. Alors, ils font quoi? Le grand patron il va prendre l'antenne et puis dire bonjour, je vais vous raconter une histoire. Il y a le Goretta, lu par moi-même. Vous faites quoi? J'ai obligé la copie un jour ou l'autre. Non, ils ont payé. Et puis j'ai vu qu'une boîte qui s'appelle Pan Movies s'est occupée de la vente à l'étranger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'était cette boîte-là?
Pan Movie, ça faisait partie de Citel, d'Action? Oui, c'était une société satellite sur les coproductions pour ne pas prendre des risques trop importants sur les garanties de bonne fin. C'est-à-dire que tant que vous êtes vendeur, vous n'êtes pas responsable de la finalité du film. C'est le coproducteur, au prorata de financement, vous êtes responsable de la finalité du film, garantie de bonne fin. Ça, c'était mon cauchemar pendant longtemps. C'est le truc terrible. Vous vendez 20% aux Allemands. De quoi? Du chiffre que vous avez donné. S'il y a un dépassement sur ces 20% qui passe à 30%, vous n'avez pas le financement, vous faites quoi? Vous perdez des pieds, vous perdez des points sur le film, puis à la fin, il ne vous reste plus rien. C'est très délicat. Ça, c'est de la gymnastique, hein, mais c'est très délicat. Donc la société, c'est une société relais qui faisait la distribution. Donc, la distribution, la position du distributeur, il avance de l'argent sur le film, mais il n'est pas responsable de la fabrication du film ni de sa finition. C'était le rôle de Pan Movie. Ok. Puis donc vous avez dit que Citel Film a une antenne de distributeurs à partir de... Mais comment on a fait ça? On s'est dit, oui, on a gardé les films suisses en Suisse, sans avoir le risque production, parce qu'il ne fallait pas qu'un film se casse la gueule puis que ça bousille le reste. Donc ils ont été protégés en tant que c'était film distributeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la distribution n'est pas responsable des dépassements ou des problèmes de la production. Donc c'était pour dissocier ces deux risques. D'accord, oui. Ouais. On a parlé de Claude Goretta et d'Alain Tanner, mais on n'a pas encore dit beaucoup de choses sur Michel Souter, dont vous avez produit plusieurs films, et le dernier c'était Repérage en 77. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation que vous aviez avec Michel Souter, et puis peut-être quelques mots sur la production de ce film? Michel, c'est un poète qui fait des films comme on ferait une broderie. Il fait comme ça se fait tout seul. Il a un contact hallucinant avec ses comédiens, très intime. Et là, par exemple, il arrivait à mettre ensemble, en Trintignant, une des filles de série. Dans un hôtel où toute l'équipe était enfermée. Et la fameuse bulle dont je vous parlais tout à l'heure, on va appeler ça la bulle sous terre. Il vous enferme. Et il le fait très bien, parce qu'il vous rend indispensable. Dans le style, il vous dit, moi, comment t'as trouvé? T'as trouvé bien? Moi, si t'as pas trouvé bien, on la refait, mais je sais que ça coûte cher. Alors, t'as trouvé bien cette prise? On la refait pas. C'est comme ça, il fait ça. Et puis vous dites, ah oui, alors, il me demande à moi ce que je pense de son travail, de son film, et quel honneur que je suis producteur fantastique et tout. Vous apercevez qu'il y avait le jardinier du coin qui est en train de bêcher, puis Souter qui va parler. Il dit, comment vous avez trouvé mon tournage? Pas tout à fait comme ça. Mais il avait besoin de se faire sécuriser. C'est pour ça qu'il a créé une bulle, parce que tout le monde donnait son intimité, entre guillemets, pour maintenir cette espèce de bulle dirigée finalement par quelqu'un qui ne dirigeait pas, qui était tout le temps présent. Il n'a jamais dirigé. Il était l'ami de, la confiance de, le reflet de. Voilà, je crois que c'est ça, Souter. C'est une facette. Alors là, vous oubliez du tout la notion de producteur exécutif, parce que on n'en a pas besoin d'utiliser cette... moi, j'étais l'ami qui était là. Et on a eu un lien très intime avec un Trintignant génial. Et donc, Souter était d'accord d'entrer en matière sur son travail? Non seulement il était d'accord, mais il le demandait. C'est un type qui n'aimait pas être seul dans la création. Il avait besoin de la partager. Il la partageait avec la production, il la partageait avec ses comédiens. Il était chef de file. Premier regard. Mais jamais un regard seul, toujours accompagné. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut définir Michel Souter. Et donc sur cette production-là, vous étiez producteur exécutif, tandis que Yves Gasser était producteur délégué. Comment vous êtes partagé le travail? Ah, moi, j'étais pas le délégué, c'était Gasser, sauf erreur, qui était délégué. Oui. Moi, j'étais l'exécutif habituel, oui. C'était un film que j'avais pris. Et alors là, je ne partageais pas avec d'autres films, hein, parce que là, il vous ferme, hein, Souter.
Je ne peux pas sortir dès que je reviens demain. Hein. Vous êtes là, vous êtes là. Est-ce que Michel Sauter a un peu profité du succès des deux autres? Oui, je pense que ça leur a permis d'exister. C'est des films qui étaient beaucoup moins costauds, commercialement parlant, hein, qui étaient beaucoup plus cinéphiles. Donc je pense qu'il a bénéficié des deux grands succès pour s'infiltrer. Enfin, nous, ça nous a permis d'avoir accès aux salles, c'est la même chose. Un film qui n'a pas accès aux salles, c'est un film mort. Il faudrait qu'ils comprennent un jour à Berne qu'il faut quand même faire des films qui sortent en salle. Là, je parle en distributeur-producteur. Ils ne veulent pas comprendre qu'un film qui ne sort pas en salle est un film mort. Il n'y a rien qui va le récupérer. Alors, je ne comprends pas qu'on fasse ça, mais enfin, c'était fait. Pour qui? Pour la télé, alors ça devient dramatique. Mais je ne sais pas. Alors, pour revenir à Sauter, on a tout fait, et Roger Diamanté aussi, sur les arts, pour que Michel Sauter, qui était le chouchou d'ailleurs de l'exploitant français, parce qu'il est tellement adorable, qu'il lui a donné, je ne sais pas, 6-7 semaines. Mais c'est pas comparable avec le succès de La Salamandre, c'est en dessous. Et puis au niveau du budget de ce film? C'était pas très cher. Tout le monde avait fait un effort, une équipe réduite, pas une énorme équipe. Et les comédiens avaient tous fait un effort, Série, Trintignant, et un troisième. Enfin, il y avait Delphine Seyrig. Oui, je l'ai dit, Trintignant, puis j'en oublie un. Léa Massari? Massari, voilà, Léa. C'est un super film de Sauter, ça. Et là, ça le reflète complètement, c'est lui. J'aurais été incapable de tenir une grosse bastringue. Michel Sauter, vous lui mettez 15 figurants, il part en courant. Qu'est-ce que je peux en faire, moi? Il a besoin d'intimité, il ne peut pas. Mais tous les films que vous avez produits ont tous finalement été bénéficiaires? Non, ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis, mais est-ce que vous avez chaque fois pu revenir? On s'est fait de trop d'années. Vous voulez vraiment savoir ce qui n'a pas marché ou est-ce qu'il y avait des... Oui, il n'y a pas de catastrophe, mais il n'y a pas eu de catastrophe. Apparemment, il n'y a pas des grosses catastrophes, mais il y a des films qui n'ont rien foutu. Une paire dans la bouche de Lecomte, terminé. Mario Ricci, pas fameux. Caviar rouge, pas fameux. Morin Dimanche de pluie, pas fameux. Ouais, il y en a des pas fameux. Hein. Puis là, Dantel et Imprécateur, vraiment, c'est une belle période, il n'y a pas un karaté, ils ont tous passé. Papillon sur l'épaule, Bronti a passé. Retour à Marseille, Loulou. Oui, Loulou, on peut dire parce que j'étais à Cannes. C'est les femmes, c'est autre chose. Oui, il y a des filles qui n'ont pas marché. Mais c'est normal. Et puis finalement, vous avez été actif jusqu'à quand? Ben, je ne sais pas, c'est le dernier. En tant que producteur? Oui. Ben, c'est le dernier film. Niklaus et Sammy. Je l'ai fait pour le 700e, qui n'a pas marché. Gymkhana, voilà. 91. Le film d'Alain Bloch. Ouais, c'était nul. Loupé complètement. Sauf erreur, c'est un film qui n'est pas sorti en salle. Si, je l'ai quand même sorti parce qu'il a fait une semaine. Enfin. Ah d'accord. Ouais. Le financier zurichois ne me parlait plus, le distributeur parce que c'était un truc, c'est 50% la Suisse romande, 50%. On était des précurseurs le scénario, l'idée était juste, et d'ailleurs ça l'a prouvé en France. C'était quelqu'un de Suisse allemande qui tombe amoureux d'une Suisse romande, et une Suisse romande qui tombe amoureux d'un Suisse allemand. Avec tout ce qu'on peut de complexe et tout. Et c'est un sujet en or, mais il était loupé. Alors j'en profite pour vous demander pourquoi vous avez fait ce choix, si ça a été un choix de vous tourner plutôt vers la France que vers la Suisse alémanique pendant toute votre carrière. Moi je suis désolé, les Suisses allemands je ne les comprends pas. Et eux ne me comprennent apparemment pas non plus. Et à quel niveau? La langue ou il y a quelque chose d'autre? Ils aiment des films que je ne comprends pas ce que c'est. Ils ont des succès sur des films incroyables en Suisse allemande et ils ne sortent même pas en Suisse romande. Des succès incroyables en Suisse romande ne sortent même pas en Suisse allemande. Moi, je ne vais pas m'amuser avec la barrière du Rochetier, mais il y en a une. Il y en a une. C'est incontestable.
Et nous, on se sent plus à l'aise de faire des films avec des gens à Paris que d'aller à Zurich. Il faut surmonter les problèmes de langue, mais ce n'est pas forcément le problème de langue. Je pense que c'est un problème d'esprit qui est différent. Bon, ce qui explique aussi que vous êtes resté quand même plusieurs années donc à Paris. Vous avez habité, travaillé là-bas. Vous avez bien vu les films, ben oui, j'étais à Paris, oui. Pendant une douzaine d'années, vous étiez... Oui, 12 ans par là autour. Puis après, je suis retourné pour les affaires de distribution surtout. Par contre, quand on voit les films de réalisateurs suisses que vous avez produits, je trouve que vous avez quand même pris souvent des risques avec des cinéastes qui étaient plutôt débutants, par exemple Yvon Butler ou bien Simon Adelstein, ou même les premiers succès de Goretta, c'était quand même des sacrées prises de risques. Mais nous aussi, il y a des gens à risque, on ne savait pas qui on était. De bien manière, c'est joué, je crois, beaucoup sur l'amitié, sur Simon, qu'on connaissait, il était caméraman sur les films de Sous-Terre. Donc c'était presque une continuité, on lui a offert je ne veux pas le contraire dans ça, on a proposé de faire un film. Il nous a proposé d'en faire un, on a dit oui. S'il n'y avait pas eu toute l'affaire Sous-Terre avant, etc., peut-être qu'on l'aurait pas fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on pensait que c'était un film à risque, on pensait que c'était un film qui doit être fait en petit budget. Ce qui était le cas, a été fait en petit budget. Vous pouvez définir un film quand même, pour diminuer le risque, vous n'allez pas faire un truc de 2 millions comme le Goretta, vous allez faire un truc à 400 000 balles. Donc 200 000 sont déjà apportés par Bernadette-Télé. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir aidé le cinéma roman ? Moi, je vais être plus narcissique, je dirais qu'on l'a fait. D'accord. Je suis assez convaincu. Après, c'est plus nous. Après, c'est le relais. Là. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs réalisateurs qui nous ont dit que ce qui leur avait manqué, c'était un producteur qui venait, qui prenait leur film en main, qui leur trouvait un financement. Oui. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était qu'un producteur. Encore une fois, c'est resté confidentiel. Mais quand vous traitez avec des grosses sociétés comme Gaumont, etc., vous êtes producteur, vous ne pouvez pas les louper. Donc là, vous apprenez très vite ce que c'est qu'un producteur. Il est là, puis il doit s'imposer. Je me suis pris des bidons de peinture sur le coin de la gueule par M. Piala, qui est venu me boxer au milieu du tournage. J'avais dit non. Non à quelque chose. Oui, mais là, il faut tenir. Et il faut aussi comprendre que l'équipe n'est pas votre ennemi. Alors, en France, c'est plus compliqué parce qu'il y a toujours un type d'un syndicat qui va venir vous emmerder. Donc, si vous dites non au syndicat, même les gars qui vous avez des bonnes relations ne vont pas oser aller contre son syndicat, donc il va rester dans le groupe des non. C'est pas facile à jouer. Bon, ça se passe assez bien. Moi, j'ai toujours des chefs opérateurs, on avait le même langage, qui étaient mes amis, donc je pouvais les mettre sur un tournage. Alors, là encore aussi, c'est un rapport faussement de force. Un metteur en scène va essayer, à juste titre, parce qu'il le connaît, se sécurise, d'avoir son chef-op à lui. C'est comme si on ôtait un ami intime à quelqu'un. Donc là, il faut comprendre. Par exemple, Tito Bertha qui fait les films de Danny Schmidt, je n'avais pas enlevé Bertha à Schmidt. Au contraire, vous avez fait le contraire, vous avez aidé qu'il se fasse, ça joue. Mais il y a d'autres cas où il n'y a pas cette relation-là. Donc là, à ce moment-là, vous avez une position un peu différente, qui frise le rapport de force, justement. Puis là, c'était le cas, il avait viré pour la 3e fois son chef-op. Je lui ai dit, tu m'emmerdes, je mets le mien, enfin le mien, celui que je connais bien, qui était l'oiseau. Et tu le respectes, et il va te respecter, et on a fini le film comme ça. Et même scandale, c'est-à-dire qu'il a montré un montage de 2h15, 2h20, je ne me rappelle plus très bien, à Gaumont, qui a été refusé. C'était mauvais. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait rien. Puis là, il s'est taillé. Et le film était inscrit pour Cannes. Et puis là, il avait une maison dans la montagne, je ne sais pas où il était. Il s'est barré. Il était vexé, parce qu'il était vexé. Alors, M. Piala permet sur les films qui valent une fortune, se tailler. Il est malade, ce gars. Alors, finalement, j'avais la chance de bien connaître le chef monteur. Je lui ai dit, écoute,
prévoit une mouture de 1h30, 1h35. Qu'est-ce que peut faire Piala? Il peut retirer son nom du générique. Maintenant, on a fini le film. Moi, mon goût, c'est de finir le film. Alors, je n'en ai rien à foutre. Alors, on a fait un film d'1h35. On l'a montré à la Gaumont. La Gaumont a dit « Ah ouais, c'est bien, il a bien travaillé, M. Piala, bravo. Alors là, c'est fantastique, de 2h, je sais pas quoi, il fait 1h35. Voilà. On ne disait rien. Et là où ils étaient comme des voyous, ces mecs. Hein. Il a appris que le film était sélectionné pour Cannes. Et comme par hasard, il redescend de ses alpages. Et comme par hasard, il est tout gentil, tout joli. Et comme par hasard, il fait des corrections sur le montage pour bien montrer que c'était lui. Et comme par hasard, il met son nom au générique. Et comme par hasard, ça fait loulou. Mais c'est des trucs de coco. Hein. Lui, c'est un spécialiste de ce genre de choses. Mais là, je suis content, j'ai eu par le contour. J'ai contourné. Mais des fois, vous ne pouvez pas. Hein. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure que si tel film production et si tel film distribution ont été séparés à un moment donné pour des raisons que vous nous avez expliquées. Et puis, au milieu des années 80, vous allez peut-être préciser la chose, si tel film distribution a été en partie repris par le journal La Suisse ou alors le groupe de presse qui s'occupait C'était le groupe de presse. Alors, d'un côté, il y avait Ringier qui avait repris Maison de distribution, en Suisse allemande, et nous, on était Sonore SA, c'est le groupe de la Suisse. Et c'était une mauvaise alliance. C'était complètement raté. Mais à la base, vous vous disiez que ça pourrait être une bonne solution de s'allier à un groupe de presse. Oui, ça nous consolidait. C'était un groupe qui avait de l'argent, qui s'intéressait au cinéma, qui avait besoin de produire. Ils avaient quel intérêt à s'associer à un... Synergie, il dit ce grand mot, le grand mot de Jean-Claude Nicole, c'était la synergie. Alors on a fait de la synergie. Mais le cinéma qu'on représentait, c'est pas du tout fait pour lui. Il fallait qu'il cofinance un James Bond, il ne fallait pas s'intéresser à Michel Souter. C'est là où il y a eu un divorce dès le départ. C'est qu'il n'y avait pas la même vue sur les films. Et alors, quand il a vu qu'il y a des films que j'avais ramenés par la distribution qui ne lui convenaient pas au niveau financier, parce qu'avec lui, il fallait dire les recettes. Alors, à Penzel, le film a fait 80 francs. À Turgovie, il a fait 32 francs. Et c'était de la folie. On passait son temps à faire des plans. Il y en avait une fiduciaire sur le dos qui contrôlait nos plans. Alors, vous êtes 20% en dessous de ce qu'on avait espéré, M. Perrault, c'est terrible. Ce film-là, oh alors là, carrément, on n'en parle même pas, vous êtes 80% en dessous. C'est des rapports comme ça, qui n'ont rien à voir. Moi, je n'ai jamais pu les supporter, puis un jour, il y a eu le clash, j'ai envoyé faire foutre, et il m'a envoyé promener. Et la boîte est partie dans la faillite de Sonore. Là, j'ai toujours regretté, parce que c'était ma boîte, je l'aimais bien, et tout, il me l'a bousillé. Donc ça, c'était la fin de Citel Distribution? Oui, fin de Citel Distribution, ouais. Donc dans les années 80, enfin 80... Ouais, je sais plus que... Oui. Qu'est-ce que j'avais dit comme date? J'avais fait des faillites, il vous donnera exact. De M. Jean-Claude Nicole. Mais alors, qu'en est-il de Citel Production? Elle avait un peu fini son rôle de production, parce que j'avais arrêté la production. Alors les droits qui restaient dans ces films, les droits d'exploitation et de propriété, je les ai sur une autre société qui ne travaille pas, qui s'appelle DNA. Mais j'ai gardé ces droits. C'est les droits d'auteur, producteur-auteur. Et puis alors, durant les années 90 et jusqu'à... On a fait de la distribution avec Jean-Pierre Grès, une société qui s'appelait Montblanc Distribution, qui existe toujours d'ailleurs. Et on a sorti des films, ouais. Pas mal. Peut-être une 50aine, je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez donner des titres de films que vous avez distribués avec Montblanc Distribution? Pour qu'on ait juste une idée. Dans le gros qu'on avait fait, c'était Astérix, on s'est planté bien. Encore des films suisses? Oui, mais vous me collez ma mémoire, parce qu'il y a eu des films suisses, mais pas des masses. Il y a eu
Mais un des derniers, ça a été le dernier film de Simon Edelstein. Ah oui, c'est le dernier qu'on a distribué, oui. Oui, c'est le dernier. C'était quand l'année passée? 2008, si je ne me trompe pas. Le temps passe, hein. Alors j'aurais juste une ou deux questions un peu plus générales pour conclure. J'aimerais bien savoir, parce que juste tout à l'heure, vous nous avez dit que Jean-Claude Nicole n'avait pas la même vision au niveau cinéma que vous. J'aimerais savoir quelle conception du cinéma vous avez, vous, quel cinéma vous aviez envie de soutenir, de produire. C'est ce que j'ai fait déjà. C'est la réponse. Mais moi, je serais bien resté dans cette continuité. Mais je suis conscient qu'aujourd'hui, on ne peut plus la jouer complètement. Parce que l'accès aux salles est devenu beaucoup plus, je vais dire, difficile parce que c'est des grosses machines aujourd'hui. Les petites salles, bon là on a encore l'escalade à Genève, mais les petites salles ont disparu l'une après l'autre. Donc il faut distribuer pour des grosses machines. Et nous, on n'a pas accès à ces machines, c'est les Américains qui ont mis ça en place. Et nous, si vous voulez, un film ici sort à Genève avec 4 copies. Hein, je suis assez content. Eux, ils mettent 18 copies sur Genève. Si vous avez des films, le groupe, ils ferment complètement. Il n'y a plus accès, terminé. Vous avez un bel XR, vous rêvez, vous allez au Rialto, vous rêvez, vous allez au Reich, vous rêvez. Alors finalement, à force de le faire comme ça, à la fin, il vous reste quoi? Les Scala, parce que les Perrières font leur boulot. Mais je ne suis pas le seul à raisonner comme ça. Alors il y a 10 semaines ou 8 semaines d'attente pour avoir accès. Alors vous avez vu, je sais pas, vous avez vu les horaires bizarres qu'ils font pour pouvoir mettre tous les films en même temps. Un film commence à 15h, l'autre à 16h30, parce qu'il faut que le chef opérateur, que le projectionniste soit le même. Enfin, ça. Donc aujourd'hui, je pense que les films que j'ai produits n'auraient plus l'occasion de sortir en salle. Enfin, ou bien en salle, on va dire. Par contre, vous avez produit les films que vous aviez envie de produire. C'est ce cinéma-là que vous aviez envie de... Ah, moi je suis très content, je ne recommencerai pas. Dans la conjoncture d'aujourd'hui, mais dans l'époque, ah ouais, alors oui, tout à fait. Et puis est-ce qu'en tant que producteur professionnel, parce que c'était rare à l'époque en Suisse romande, est-ce que vous avez vécu de votre métier? Oui et non, avec des montagnes de dettes des fois, et puis l'autre fois on avait tout arrangé, tout allait bien. Ça m'était très dangereux. Hein. C'est toujours remis un peu en question. Et puis là, des fois, il aurait fallu dire non. On n'a pas dit non parce qu'on a bouffé des ronds. Alors, quand vous perdez 100 000 francs, il faut un bout de temps pour les récupérer. Hein. Et ça... Mais de l'un dans l'autre, je suis là, je ne suis pas endetté, j'ai fini bien, donc ça passait. Après la fin de Jean-Claude Nicole, ça a failli, j'en peux rien, je ne peux pas contrôler. Vous avez l'impression que la France et Cannes, notamment, sont vraiment un tremplin pour le cinéma roman? Ah oui. Mais oui, parce que après notre passage, il n'y a plus beaucoup de prix à Cannes comme par hasard. Bizarrement. Bon, puis il y a eu un vide. Et puis il y a eu un vide. Et là, je pense qu'il y a eu un vide des producteurs, mais aussi un vide des réalisateurs. Enfin, l'un dans l'autre, ça va ensemble. Donc s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de réalisateur, puis s'il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de producteur. Donc je crois que le vide, il vient de là. C'est qu'il y a peut-être un moment où il n'y avait que des réalisateurs, puis personne qui avait repris la production vraiment. Et puis vice-versa, c'est vrai aussi, il y a des producteurs un peu plus aguerris qui étaient sur le marché, mais ils n'avaient peut-être pas les metteurs en scène de langue française, donc ils devaient prendre de langue allemande, qui a une pénétration beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que vous avez eu un rôle particulièrement important au tournant des années 70 pour le cinéma roman. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. C'est indéniable. Je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est vrai. par absence, dans le fond. Hein. C'est pas qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait personne en face. Et ça, c'était amusant. Mais nous ne s'en rendait pas compte. Je sais qu'il y avait personne. Oh là là, on était bien reçus à Berne, à part l'histoire que je vous ai racontée. On ne disait pas, monsieur, vous avez fait une commission de lecture, est-ce qu'ils aiment votre film? On n'a jamais eu ce problème. Donc globalement, vous avez vraiment été soutenu par Berne?
Et la télé qui a joué le jeu. Hein. Et la télé. Ouais. Mais c'est 2 sources de financement. Hein. Il n'y avait rien d'autre. C'est pour ça que ça a agrandi, les accords de coproduction ont agrandi de pas mal comment dire, Le marché. de marché suisse, ouais. Est-ce qu'à chaque production, il faut recommencer à aller taper à toutes les portes? Ou bien est-ce que petit à petit, les choses mises en place fonctionnent mieux? Il faut taper. Il faut convaincre. Même pour la télé. Si vous regardez à la télé, les responsables, ils ont une pile, je ne sais pas, cette pièce n'est pas assez grande pour avoir la pile de scénarios qui s'entassent chez eux. Moi, des fois, je me demande comment s'ils les lisent vraiment. Ou bien. Je pose la question. Il n'y aura pas de réponse. Mais je pense que la télé a toujours sorti, je pense qu'ils ont, c'est une charte, ils doivent sortir 3 ou 4 films ou 5 films par année, et puis ils choisissent dans ces 5 films. Je crois que c'est ça la télévision suisse aujourd'hui. Mais ils le font. Par contre, aujourd'hui, avec un film suisse, aller taper les portes à Paris, bonjour. Hein. Le cinéma français arrive déjà pas à sortir, alors les films suisses, il faut vraiment être très fort. Alors pour terminer, est-ce que je peux vous demander en quelques mots de définir votre métier? C'est d'être malin et comprendre assez vite qui on a en face de soi. Je crois que c'est capital de savoir qui on a en face de soi. Ça nous permet de réagir assez vite sur un déraillement possible. Et puis je crois aussi c'est de savoir se faire accepter. Et ça, c'est alors à tous les niveaux. Hein. Si vous n'êtes pas copain avec le machiniste, vous sur un travelling, il met 3 heures hein, pour le caler. Mais il ne faut pas gueuler à des connards, tu n'as pas été fichu de faire mon travelling et tout. Tu as tout fini parce que on va enchaîner là. Alors là, c'est autre chose. Oui, je me dépêche, je prends un assistant, t'en fais pas de souci, ton travelling sera posé. Alors là, c'est des rapports malins. Enfin, je dirais malin, c'est de connaître ce que représente un autre métier que le sien. C'est-à-dire que je ne peux pas lui dire ça si je ne sais pas ce que c'est qu'un travelling. Je ne peux pas lui dire ça si je ne sais pas combien ça dure de temps de s'aller un travelling. Je le sais, donc il sait que je le sais, donc il ne va pas me baiser. Mais si vous lui dites j'aimerais un travelling, ça va préciser quel travelling vous voulez. S'il faut faire 3 mètres de rail, 12 mètres, 15 mètres de rail, calé, pas calé, la pendule, truc, bref. Ben, si vous ne faites pas tout ça, ben, vous faites avoir. Le producteur exécutif, c'est ça. Moi, derrière la caméra, je gagne toujours la focale, l'objectif, toujours. Je passe devant, je regarde comme ça. Je dis, il travaille 50, 75 ou 120, je crois qu'il travaille 28. Et je sais que c'est pas la même chose. Hein. Le chef de corps vient voir, il a mis le grand angle. Alors, regarde ton panneau où il est. Et alors là, le gars, il va changer son panneau. Mais si vous dites rien, les gars sont tellement pris par leur propre histoire qu'il ne va pas corriger pour vous. C'est à vous de corriger. C'est ça le boulot. Vous nous avez dit que le fait que vous soyez un technicien à la base, c'est quelque chose qui vous a aidé. C'est indispensable. C'est indispensable. À mon avis, moi j'ai passé par la technique pour arriver à la création, entre guillemets, encore une fois, la création, on en a déjà parlé. Mais par exemple, mon associé, il n'a jamais voulu s'intéresser à la technique, il serait incapable de savoir la différence d'une focale à une autre. Là, c'était pas son job, ça ne l'intéressait pas. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais marché dessus, parce qu'on était tellement différents sur l'approche que finalement, on était complémentaires. Voilà, je peux dire le fameux complémentaire. Alors, merci beaucoup Yves Perrault. Merci. Voilà.